Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'histoire. C'est un cours un peu particulier, hein, vous l'aurez compris, puisque confinement oblige, on est obligé de faire ça à la maison. Bon après, un cours reste un cours, vous avez la version papier de toute façon qui est à côté. En fait, dans cette vidéo, je ne fais que vous présenter quelques aspects un petit peu plus compliqués, un petit peu plus complexes pour que vous compreniez mieux le cours qui est écrit. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et puis j'essaierai d'en faire d'autres au fur et à mesure qu'on avance dans le temps de confinement. Allez, bon courage. Comme je le disais en introduction, je reprends ici quelques éléments du cours. Tout d'abord, l'État s'affirme par la guerre. Commençons par les guerres internes au royaume. On prend ici deux exemples, les guerres d'Henri IV et la Fronde durant l'enfance de Louis XIV. Henri IV est roi de Navarre, un petit royaume du Béarn dans les Pyrénées. Il monte sur le trône en 1589, à la mort de son lointain cousin, le roi de France Henri III, assassiné par le moine Jacques Clément. Henri IV n'est pas reconnu comme roi par une partie des Français, car il est huguenot, c'est-à-dire calviniste. Ceux qui s'opposent à lui forment la Ligue catholique. Cette ligue est composée de grands seigneurs, mais aussi de villes, comme Paris, Marseille, Lyon, Dijon, Nantes. Il faut voir la Ligue aussi comme un mouvement de réaction face à la montée de l'absolutisme qui s'était développé sous les règnes de François Ier et Henri II. Henri IV doit donc conquérir la France par les armes, et ce jeune roi va vaincre peu à peu les ligueurs qui sont peu unis en fait. Certains ligueurs voulaient même donner la couronne de France au roi d'Espagne, le roi catholique Philippe II, ou à sa fille, l'infante Élisabeth. Bien que les victoires soient nombreuses, Arques en 1589, Ivry en 1590, Henri IV se résout à se convertir au catholicisme en 1593. Entre nous, il a l'habitude, c'est son 5e changement de religion. L'année d'après, en 1594, il est sacré à Chartres. Et là, tout ce qui était difficile devient plus évident. Lassé par les ligueurs et la guerre civile, Paris ouvre ses portes au roi et l'accueille triomphalement. Il reste au roi à vaincre les derniers ligueurs, ou à les acheter. 20 millions d'écus sont nécessaires tout de même. Le dernier à se rendre est le duc de Mercœur, gouverneur de la Bretagne. Et c'est donc naturellement à Nantes, capitale de la Bretagne, que le roi rédige son fameux édit de Nantes, dont nous reparlerons. La Fronde est un autre épisode de guerre civile. Elle se déroule de 1648 à 1653, alors que le jeune Louis XIV est encore un enfant. C'est un autre mouvement de mécontentement face à la montée de l'absolutisme. Les grands veulent participer au conseil du roi. Les parlements, et notamment celui de Paris, veulent jouer un rôle politique, un peu comme en Angleterre. Et le peuple est accablé par les hausses d'impôts entreprises par Richelieu et complétées par Mazarin. Le contexte est favorable aux frondeurs. Le roi est trop jeune pour gouverner, il a 10 ans en 1648. Sa mère, Anne d'Autriche, qui comme le nom l'indique est espagnole, assure la régence et s'appuie sur Jules Mazarin, un cardinal italien. Un enfant et 2 étrangers à la tête de l'État, il n'en faut pas plus pour aiguiser les appétits frondeurs. Sans entrer dans les détails complexes de la Fronde, elle débute avec le Parlement de Paris en 1648-49. Cette première fronde parlementaire est un échec. En 1649 débute la fronde dite des princes, car elle est dirigée par Condé, cousin du roi. Condé, grand militaire mais mauvais politique, souhaite prendre la place de Mazarin après ses victoires sur les Espagnols en 1649. Mazarin le fait arrêter. Cette humiliation lui sert de prétexte pour prendre les armes. Les deux frondes s'unissent alors à partir de 1650. Mazarin doit quitter le royaume. Le roi et sa mère doivent quitter Paris. Mais les princes et les parlements ne s'entendent pas. Les armées royales vainquent les frondeurs en 1652. Lassés de cette guerre civile, les populations ne soutiennent plus les frondeurs et Mazarin rentre triomphalement en France en 1653. Le cardinal peut donc asseoir un pouvoir absolu et préparer le règne de Louis XIV. Deuxième sous-partie, les guerres religieuses. Il faut les inscrire dans un contexte plus large, celui des guerres entre les catholiques et les protestants qui embrasent l'Europe depuis le début du XVIe siècle. En France, les protestants calvinistes sont appelés huguenots. À la veille des guerres de religion, en 1562, ils représentent près d'un quart des Français.
François Ier et Henri II avaient tenté de les combattre et avaient rappelé que la seule religion catholique était autorisée en France. Rien n'y fait. Quand le duc de Guise fait massacrer une cinquantaine de huguenots dans une grange de Vassy, il déclenche les guerres de religion qui embrasent le royaume pendant 36 ans. Ce sont en fait 8 guerres entrecoupées de périodes de paix. Ces guerres sont marquées par des massacres, c'est-à-dire des tueries de masse, comme celui de la Saint-Barthélemy en 1572. On se justifie de tels actes en déshumanisant les protestants. Ils ne sont pas humains, ce sont des animaux. Les tuer n'est donc pas un crime. À partir de 1598, Henri IV impose progressivement son édit de Nantes. Cet édit de tolérance s'inspire des précédents qui mettaient un terme à chaque guerre de religion. Mais la longévité du règne et les clauses introduites sont les gages de son succès. Les familles qui ont subi des massacres sont indemnisées. En contrepartie, le roi impose le pardon général. Il ne faut pas chercher à se venger. L'édit est considéré comme temporaire. Le mot tolérance a un sens différent de celui d'aujourd'hui. On supporte l'autre temporairement, faute de mieux. Les Huguenots reçoivent des garanties. Possibilité d'exercer leur culte dans 2 villes par bailliage, un statut juridique, la possibilité d'avoir une justice plus équitable. Dans les chambres mi-parties, les juges sont catholiques et protestants, et une centaine de places de sûreté où ils tiennent garnison au nom du roi et surtout pour se protéger. Ces guerres reprennent sous le règne de Louis XIII. Les Huguenots sont menacés par la politique maritime du cardinal de Richelieu. En effet, celui-ci s'oppose sur les mers aux Anglais et aux Provinces-Unies. Or, les Anglais commercent avec les Huguenots français, notamment avec le port de La Rochelle, sur la côte atlantique. De plus en plus, les places de sûreté accordées par Henri IV deviennent des bastions indépendants et constituent ce que les historiens appellent l'État protestant, une sorte d'État dans l'État. Pour le cardinal de Richelieu et Louis XIII, c'est intolérable. Les Huguenots doivent se soumettre. En 1628, le cardinal ordonne le siège de La Rochelle. Le duc de Buckingham, Premier ministre anglais, tente en vain un débarquement, mais bute sur l'armée royale. Les habitants de La Rochelle sont abandonnés et affamés. Ils se rendent après 13 mois de siège en 1629. La ville est punie. Elle perd son statut de place forte et ses remparts sont rasés. D'autres villes huguenotes du sud se soulèvent. Elles sont écrasées par les troupes de Louis XIII. La paix d'Alès de 1629 retire aux Huguenots toutes leurs places fortes. Ils ne conservent que leurs droits civils, juridiques et religieux. La présence des Huguenots déplaît encore à une bonne partie des Français, notamment les nobles de la cour à Versailles sous le règne de Louis XIV. Le ministre de la guerre, Louvois, reprenant une idée d'un intendant, impose le logement de dragons, des soldats, chez les bourgeois huguenots. Cette pratique des dragonnades est humiliante et dangereuse. Les soldats de Sa Majesté ont mauvaise réputation quand ils ne sont pas sur un champ de bataille. Louvois espère des conversions rapides. Sous la pression de la cour et de son entourage, Louis XIV révoque l'édit de Nantes de son grand-père. C'est l'édit de Fontainebleau de 1685. 300 000 Huguenots quittent la France pour les Provinces-Unies et l'Empire germanique. C'est une perte économique énorme pour le royaume, car nombre d'entre eux étaient des négociants importants. Mais l'édit de Fontainebleau est un échec, car en 1715, un synode, une réunion de pasteurs, a lieu à Nîmes. La religion prétendue réformée est dite replantée dans le royaume de France. Enfin, pour finir cette première vidéo, les guerres extérieures permettent la glorification du roi. Nous suivrons une fois encore l'exemple de Louis XIV. Les ministres de la guerre réorganisent, améliorent l'armée royale qui devient la première armée d'Europe. Le recrutement est renforcé notamment avec la création de la milice en 1688 et amélioré dans les années 1690. Chaque paroisse doit fournir des soldats. Ces soldats sont choisis par tirage au sort. La logistique est améliorée avec le développement des ateliers de confection, d'armes, d'uniformes, etc. Un hôpital est fondé pour les soldats infirmes, c'est l'hôtel des Invalides, dont la coupole sera le plus haut monument parisien jusqu'à la construction de la Tour Eiffel. Le commandement est contrôlé. Les colonels et les capitaines, qui sont des nobles qui achètent leurs charges, sont de plus en plus encadrés par des officiers nommés par le pouvoir royal. Tous les nobles ne sont pas mauvais. Louis XIV peut compter sur 2 généraux talentueux, Condé, son cousin, ancien frondeur rallié à la cause royale, et Turenne. La marine royale est renforcée
mais elles n'égalent pas la marine anglaise. Les guerres sont nombreuses. Le roi Soleil est présent sur les champs de bataille. Quelques guerres permettent de conforter le roi dans son rôle de monarque absolu. Les victoires de Louis XIV durant la guerre de Dévolution et la guerre de Hollande sont peintes au plafond de la Galerie des Glaces à Versailles. La guerre de succession d'Espagne permet d'écarter les Habsbourg du trône espagnol. Les conquêtes dans le nord, comme les Flandres, dans l'est, comme la Franche-Comté, sont consolidées par un réseau de forteresses quasi imprenables construites par Vauban. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Alors, ça prend beaucoup de temps à préparer. J'ai passé toute une après-midi, donc je vais voir si je peux encore continuer pour la suite du cours. Allez, à bientôt et révisez bien.